Eh bien, on se retrouve pour la seconde table ronde avec une nouvelle thématique qui va nous permettre de parler de Fusion 360 dans un contexte particulier. Table ronde dédiée à l'éco-conception avec des invités qui vont nous permettre de parler des enjeux aujourd'hui qu'il y a dans la conception et la fabrication. Face à de multiples changements, on a besoin de toujours produire, fabriquer avec peut-être des ressources qui vont être amenées à être plus limitées, de faire aussi très attention à l'impact de nos choix. Donc du coup, tout ça, ce sont des éléments de contexte, des crises énergétiques, des impacts aussi environnementaux qui sont de plus en plus prégnants. Donc comment, avec tout cet environnement-là, ce contexte-là, comment on peut, en tant que concepteur, déjà et de pouvoir anticiper, préparer, concevoir des projets qui vont être viables dans le temps. Donc ça, ce sont, des sujets qui sont quand même, très importants aujourd'hui et pour répondre à un sujet qui n'est pas simple, j'ai invité 3 speakers d'exception. J'ai avec moi donc Hugo Hans, société donc Bilo, qui nous parlera de stratégie climat. On aura également Christophe Simonet de MakerSite. Donc, MakerSite, il nous parlera de la data, et de la connaissance des impacts CO2 et du coup, Jade-Marie de Autodesk, qui nous permettra de rentrer dans le détail de la stratégie environnementale de l'éditeur, mais aussi directement dans Fusion 360, puisque l'idée, c'est de partir de cette approche stratégique globale jusqu'à l'approche opérationnelle dans le logiciel Fusion 360 pour aider les concepteurs à faire les bons choix. Du coup, merci à vous 3 d'être là pour cette table ronde. On va être ensemble pendant 1 heure. Alors c'est à la fois long et à la fois très court parce que c'est un sujet qui est vaste et très riche. Donc je vous ai demandé, un timing malheureusement à respecter, mais je sais que les échanges pourront continuer puisqu'on aura encore, pour cette fin de journée, un dernier échange networking, pour parler, et rebondir sur tous ces propos, qui seront vus sur cette table ronde. Du coup, pour ouvrir le bal, Hugo Hans, tu nous entends bien? Ouais, très bien, parfaitement. Alors du coup, n'hésite pas si tu souhaites partager une présentation. Donc Hugo Hans, société Bilo. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus donc qu'est-ce que c'est que la société Bilo et du coup, finalement ton regard sur tous ces enjeux qu'on vient de citer? Oui, merci beaucoup Florian. Donc, c'est toujours sympa d'annoncer des bonnes nouvelles quand c'est mon métier à tout le monde. J'ai toujours le bon rôle. Moi, je suis fondateur de la société Bilo. C'est un cabinet d'études et de conseils en stratégie, climat et environnement. Donc, on accompagne les acteurs privés, publics et les associations dans la mesure, l'élaboration de stratégies climat qui vont suivre du coup des trajectoires compatibles avec l'accord de Paris ou la stratégie nationale bas carbone, par exemple. Et donc, on m'a demandé de prendre la parole ici pour justement redonner un petit peu de contexte autour des enjeux liés au climat, puis de nous intégrer en fait dans l'industrie et les enjeux de l'industrie, et pour pouvoir faire le lien avec mes deux copains speakers pour l'activité d'Autodesk et de MakerSite. Donc, pour commencer rapidement sur, on va dire, l'aspect décryptage de notre monde, déjà, est-ce que, Florian, tu peux me confirmer qu'on voit bien quand je change de slide, juste pour être sûr? Parfait, on voit Super. bien. Très bien. Donc pour comprendre un peu ce qui se passe, c'est une slide très brève, évidemment, on pourrait en parler 4 heures, donc j'ai fait des choix, évidemment. J'ai donné 4 paragraphes rapides. D'abord, les émissions de gaz à effet de serre humaines modifient le climat à l'échelle planétaire. Donc ça, c'est simplement les constats de la bibliographie scientifique connue aujourd'hui à l'échelle internationale. Donc ça impacte déjà notre activité, notre capacité à nous alimenter, à nous déplacer à travers le monde, à vivre en bonne santé longtemps et à nous loger
travailler. Euh, la 6e extinction de masse de la biodiversité, elle est déjà en cours. Le magazine Science Advent avait publié une étude là-dessus qui expliquait que cette extinction de masse est environ 100 fois plus rapide que les précédentes. Et qu'aujourd'hui, l'une cause principale est en écrasante majorité les activités humaines. Mais effectivement, et ça c'est la bonne nouvelle, j'arrête sur la dépression, depuis quelques années, le monde bouge, l'opinion déjà publique évolue beaucoup, les gouvernements s'engagent dans des trajectoires, discutent entre eux, ça c'est les éléments les plus importants. Les particuliers et les entreprises tentent d'éclaircir la situation, de planifier leurs réactions sur le temps long. C'est évidemment une très bonne nouvelle. C'est un peu embryonnaire encore aujourd'hui, mais c'est une très bonne nouvelle pour l'habitabilité de la planète et a fortiori l'espèce humaine. Donc 3 points importants aujourd'hui. On sait aujourd'hui mesurer les émissions, que ce soit pour les gouvernements à l'échelle nationale ou internationale, à l'échelle des particuliers évidemment et des entreprises. On sait comment les réduire sur le temps long et on sait aujourd'hui comment modifier nos activités. Après, il y a ce qui est applicable et ce qui est moins applicable, il y a ce qui est acceptable et ce qui est moins acceptable. Mais en tout cas, voilà, ces éléments sont connus. Toutes les sources des éléments ici sont pour la plupart tirées d'un laboratoire d'idées, d'un laboratoire de pensée qui s'appelle le Shift Project, si certains connaissent. En tout cas, c'est les sources de ces slides-là. Finalement, l'impact de l'industrie dans ce contexte-là, il est très important. L'industrie, c'est le métabolisme de la transformation de l'économie française. Ça veut dire quoi? C'est que c'est le passage des matières premières à des produits exploitables pour nos voitures, nos bâtiments, nos trains, nos lits, nos camions, et aussi nos petites cuillères, pour bien montrer que ça a vraiment un impact considérable sur toute notre activité. Ça représente 20% des émissions nationales, 19% à l'échelle internationale, et c'est assez considérable par rapport au chiffre d'affaires qui lie l'industrie au reste de l'économie française. L'appareil productif étant la colonne matérielle de l'intégralité de notre économie, c'est vraiment absolument indispensable d'assurer sa résilience. Ça veut dire sa capacité à s'adapter aux aléas climatiques futurs, mais ça veut dire aussi sa capacité à réduire ses émissions globales et rentrer dans une ère plus bas carbone. Donc le secteur de l'industrie, dans sa généralité, avait déjà entamé sa décarbonation depuis les années 90, mais effectivement, on se rend compte qu'au regard de l'évolution de la situation, c'est encore très insuffisant pour atteindre un objectif de baisse de 80% d'ici 2050. Donc le Shift Project encore a fait une étude qui fait foi encore là-dessus, sur la démarche de décarbonation de l'industrie et les possibilités de décarboner l'industrie en coupant en deux en fait l'industrie, en la spécifiant sur l'industrie lourde et sur l'industrie manufacturière, et à identifier des leviers d'action pour chacun de ces 2 chapitres. Pour l'industrie lourde, il y a 3 leviers principaux. Les leviers de progrès continu, on met dedans l'efficacité énergétique, le changement de combustible pour les fours, le recyclage mécanique, etc. Le deuxième, c'est la mobilisation des leviers de rupture technologique. Donc le recours à l'hydrogène, on en entend énormément parler, le recours aux technologies de captation carbone, au recyclage chimique. Et le troisième levier, voire pilier, je dirais, c'est la sobriété, sur les emballages plastiques, sur la sobriété imposée sur la construction neuve. Et les leviers de l'industrie manufacturière, c'est 2 grandes familles. Adapter les volumes de production sur l'évolution des usages finaux. Donc ça, c'est un élément essentiel. Changement de type de production, revoir la manière dont on produit et l'éco-conception d'emballage et de pièces avant la fabrication. Là, mes compères de prise de parole commencent à avoir des petites étoiles dans les yeux, c'est normal, on va beaucoup en parler. La deuxième famille de leviers d'action, c'est assurer la structuration à la bonne échelle de nouvelles filières de l'économie transformée, ce qu'on appelle la filière de l'après-première vie, tout ce qui touche à la réparation, au reconditionnement et au réemploi. Et un élément fondateur aussi de ce levier-là, c'est la production de batteries.
électrique, assurant le transfert de nos usages vers le vecteur électrique. C'est un vrai pilier de la décarbonation, parce que plus on pourra électrifier nos activités industrielles, plus on arrivera à réduire le recours aux énergies fossiles et donc à décarboner notre mix. Et donc j'ai pris juste la liberté pour passer la parole à mes collègues de MakerSite et d'Autodesk, de pointer des éléments sur lesquels va pouvoir intervenir justement ces travaux d'éco-conception à travers ces logiciels-là. Donc, sur un certain nombre de piliers, c'est vraiment pour montrer que ce soit MakerSite ou Autodesk, il y a vraiment des axes de travail hyper intéressants via ces solutions-là. Donc, si Christophe, tu veux prendre la parole est à toi. C'est gentil, merci beaucoup Hugo. Et heureux d'être là, et je vous remercie beaucoup à tous de nous avoir invités pendant ce bel événement. Je vais essayer de ramener, d'apporter le plus de valeur ajoutée possible sur cette partie justement, intégration de MakerSite avec Fusion 360. Alors, une petite seconde, je vais donc partager mon écran. Hop. Hop. Voilà, pour me présenter rapidement, donc, je suis donc directeur régional de l'Europe du Sud chez MakerSite. Et je vais couvrir justement rapidement, donc en 15 minutes, ça va être un petit peu tendu, je ne vous le cache pas. Généralement, j'ai besoin d'à peu près 1 heure et demie, un petit peu comme Hugo avec ses 4 heures. Voilà, mais donc je voulais un petit peu vous parler du concept, l'intégration, comment on peut justement améliorer cette partie éco-conception avec MakerSite et Fusion et Inventor. Donc, est-ce que vous voyez tout ça? Oui, parfait, impeccable, parfait. Christophe. Super, merci beaucoup. Donc, traditionnellement, le passage d'un nouveau concept de produit à la phase de fabrication est un processus qui peut s'étendre à une longue période, comme vous le savez. On entend parler de jusqu'à 5 ans dans certains cas. Donc, cette attente résulte de procédures d'approbation complexes et multicouches, englobant divers facteurs tels que les matériaux, le coût, la conformité, entre autres. Donc, l'intégration de considérations de durabilité et ces défis existants ne fait qu'allonger davantage ce processus, mettant potentiellement les entreprises dans une situation difficile, où elles ont du mal à maintenir leur avantage concurrentiel grâce à l'innovation des produits. Donc, grâce à notre partenariat donc avec Autodesk, nous offrons aux fabricants la possibilité d'incorporer la durabilité dès la phase de conception et de faciliter la collaboration entre les équipes, ce qui réduit considérablement le temps consacré aux procédures de conformité, aux coûts et aux processus d'approbation, entre autres. Donc, cette approche permet non seulement d'accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits, renforçant ainsi les avantages concurrentiels, mais aussi de répondre de manière plus efficace aux demandes des clients en matière d'innovation et de produits durables. Pour parler un petit peu donc, de MakerSite très rapidement, nous sommes une entreprise basée à Stuttgart. Nous nous concentrons principalement sur le secteur de fabrication. Et notre constat, c'est que MakerSite devient d'autant plus essentiel pour les entreprises qui proposent un large éventail de produits, en particulier des produits complexes, et qui s'engagent bien sûr dans l'éco-conception tout en utilisant des logiciels locaux tels que Fusion 360 et Inventor. Nous avons le privilège de collaborer avec des entreprises, des grandes entreprises telles que Microsoft. Tout le monde connaît Microsoft, le plus grand fournisseur de services de cloud au monde. Ils mènent des analyses de cycle de vie, donc des ACV à grande échelle. Pour vous donner un nombre, ils ont fait 8 millions d'ACV totalement automatisés en 2022 pour pouvoir justement pousser l'éco-conception et la transparence avec leurs clients. Ce que je vais vous montrer dans quelques instants pendant la démonstration, une démonstration assez courte, si j'ai le temps, c'est justement, ils ont fait donc un site web pour pouvoir pousser la transparence de les ordinateurs portables comme les surfaces. Donc, vous allez rentrer le nombre, là où vous allez acheter donc la surface et pouvoir pousser justement le scope 1, 2 et 3 pour pouvoir être transparent avec leurs clients. Donc, rien qu'en 2022, il y a eu 20 millions d'ACV qui a été créé dans MakerSite avec un objectif de à peu près 1 milliard avant 2026, justement pour pouvoir pousser cette éco-conception. Un autre exemple de partenariat réussi est Vestas. Je ne sais pas si vous connaissez Vestas. Vestas, c'est quoi? C'est des turbines éoliennes. Et lors de la conception justement des éoliennes, ils vont pouvoir justement importer
ou avoir une intégration directe avec Fusion, leur bill of matériaux. Et les bill of matériaux chez Vestas, c'est à peu près 1 million de lignes, hein, ce qui demande justement la diversité et la complexité des produits que nous avons à gérer. Donc, pour expliquer rapidement notre concept, donc sur l'actuel, l'un des problèmes majeurs est la lenteur des processus de prise de décision. Donc, ce qui impacte indirectement la commercialisation des produits. Donc, c'est pour ça que nous avons mis en place la plus grande base de données au monde. Donc, en théorie, car c'est des bases de données donc, qui sont externes, et elles regroupent justement des bases de données de chaînes d'approvisionnement et de matériaux. Okay, et notre plateforme est alimentée par l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle qui se connectent à pas moins de 150 bases de données externes. Donc, que font ces bases de données? Ces bases de données comprennent des informations sur les fournisseurs, hein, les données relatives aux matériaux, les coûts, la conformité, ainsi que des catégories telles que des analyses de cycle de vie. Hein. Donc, on va regrouper à peu près 14 bases de données directement prêtes à l'emploi dans MakerSite. La couverture s'étend à plus de 36 000 processus industriels, englobe plus de 600 000 impacts environnementaux et inclut plus de 100 000 matériaux et couvre jusqu'à 40% de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Tout en sachant qu'on va passer à peu près à 70% de la chaîne d'approvisionnement mondiale avant 2026. Donc, quel est l'objectif? L'objectif principal de MakerSite est de prendre vos données provenant de vos systèmes ERP, PLM, Fusion 360 et de les cartographier avec nos bases de données intégrées pour créer justement un jumeau numérique de vos produits. Donc, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'analyser vos données selon de multicritères tels que la conformité, quel est l'impact de changement de matériaux sur le coût, le risque et la durabilité. Donc, on va pouvoir aussi s'intégrer, bien sûr, avec, on s'est intégré récemment, donc justement avec Vestas, à plus de 15 systèmes justement différents grâce à l'IA de MakerSite. 3 données essentielles pour terminer avant la démonstration, c'est le parcours des clients. Donc, la partie mesure. Donc, nous sommes en mesure de réaliser des ACV automatisés à 100% conformes à la norme ISO. Okay, et en ce qui concerne les achats, qu'est-ce que font nos clients? Ils sont en mesure de générer des rapports d'émissions Scope 3 entièrement automatisés, car tous les produits de leurs entreprises seront disponibles dans MakerSite. Qu'est-ce que font les clients après cette partie mesure? On les aide justement donc à s'améliorer. Et la clé pour améliorer les ACV réside dans l'obtention, bien sûr, de plus de données de la part des fournisseurs, des PCF. Donc, nous avons des questionnaires donc, directement prêts à l'emploi et à envoyer directement aux fournisseurs pour récolter de la donnée. Là où on va pouvoir vraiment donc, se démarquer, c'est sur la partie réduction. Donc, l'équipe responsable des achats peut désormais prendre des décisions plus éclairées pour choisir les meilleurs fournisseurs et obtenir une vue d'ensemble des composants achetés en se basant sur des critères multiples, hein, comme je vous avais dit, comme les coûts et bien d'autres. Et ils sont souvent aussi en charge de réduction sur la partie Scope 3. Donc, de même pour les équipes d'éco-conception ou les équipes produits. Donc, le processus va être similaire. On va permettre de prendre des décisions plus éclairées en se basant sur les mêmes critères que les achats. Donc, la durabilité, les réglementations, le coût et le risque. Hein, et de plus, on va faciliter donc, la collaboration donc, entre les équipes au sein de l'entreprise. Et pour conclure sur cette présentation, avant la démonstration, donc, je vais citer un de nos clients qui partage sur les réseaux sociaux concernant l'éco-conception. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc, basé sur les calculs de MakerSite, ils poussent la transparence justement envers leurs clients par le biais de leur site, hein, donc le Surface Calculator, comme j'ai mentionné dans quelques instants. Donc, je vais passer directement à la démonstration, donc une démonstration rapide de MakerSite. Pas de petites secondes. Alors, hop, le bouton share, désolé. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Christophe, on voit bien. Super. Donc, voilà MakerSite. Donc, une solution plutôt conviviale et facile d'utilisation. Donc, vous avez plusieurs types d'applications dans MakerSite. Donc, les applications business, les applications environnementales, les applications sur l'impact sur l'humain et les législations internationales. Donc, sur la partie business,
Je vais vous passer quelques temps sur la partie EPD Dashboard, surtout si vous êtes dans la partie construction. La partie PEF, là, vous allez pouvoir donc comparer justement un versionning de plusieurs plusieurs versions justement de vos éco-conceptions, et directement remonter justement ces résultats dans Fusion. La partie should cost, ça je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui, mais c'est pour montrer justement l'impact des changements de matériaux directement dans l'outil. Et le supply chain risk, c'est pour pouvoir anticiper justement les disruptions dans la supply chain, ce qui est important en ce moment. La partie environnementale, là, c'est toutes les applications qui vont vous permettre justement de faire des ACV. Okay, et c'est des applications qui vont avoir un lien direct avec Fusion. Donc, on va parler beaucoup de climat, de changement climatique, donc la partie CO2, climate change fossil, ozone depletion, etc. Tout cela, c'est des informations qui vont pouvoir être remontées directement dans Fusion. Comme disait Hugo tout à l'heure, il parlait donc de la partie recyclée. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on nous demande de plus en plus. Vous allez pouvoir donc faire du reporting sur la partie recycled content. Et vous allez pouvoir voir un petit peu pendant la conception de vos outils, de voir s'il y a justement du recycled content dans vos conceptions de produits. La partie L, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, c'est tout ce qui est cancérigène, non cancérigène, et là pour pouvoir justement détecter de plus en plus donc, les législations internationales, tout en sachant qu'il y a à peu près 100 nouvelles législations sur la sustainabilité qui sortent tous les jours. Okay, donc, comme disait Hugo, encore une fois, les gouvernements, il y a beaucoup de changements. Les personnes donc, prennent de plus en plus attention justement à la partie éco-conception. Donc, on va pouvoir donc, vous aider sur cette partie-là. Donc, ce que je vais faire très rapidement, voilà. Alors, imaginez, vous avez un design BOM directement dans Fusion. Donc, vous avez, là, c'est tout simplement un bill of matériel d'une souris. Tout le monde utilise une souris, on sait ce que c'est. Donc là, vous avez plusieurs niveaux. Des niveaux de 1 à 4. Vous avez le part number, le nom, la masse, bien sûr, du MPN et la partie supplier. Donc, ce que l'on va faire très rapidement, c'est qu'on va ouvrir notre importeur et on va importer directement le bill of matériel directement dans Makerside. Donc là, je vais uploader directement et on va voir quelles informations, justement, sont amenées donc, aux éco-concepteurs. Donc, après mapping, justement, avec nos 150 bases de données, là, vous allez avoir des informations sur la supply chain, donc comment est faite ma souris, des informations sur le should costing, les informations sur la partie environnementale, les fournisseurs, le life cycle assessment, les ACV, donc il y a de plus en plus de présence, justement, des OEM pour pouvoir, justement, fournir, que ça soit du cradle to gate ou du cradle to grave, donc ce type d'informations pour pouvoir vendre vos produits. La partie substance risque et les global regulation. Donc là, si on s'attarde sur la partie supply chain, voilà un Sankey diagram pour voir comment est faite ma souris. Donc, ma souris, donc vous avez le computer mouse, vous avez le packaging. Ce qui va être intéressant à savoir, c'est justement cette partie environnementale. Okay, et c'est là justement où vous allez avoir les intégrations donc avec Inventor, avec 360, etc. Là, on va s'arrêter sur la partie climate change. Là, vous avez ce qu'on appelle donc un Sankey, donc ce qu'on appelle un CO2 flow. Okay, donc, plus la barre va être grande dans mon produit, plus il va avoir d'impact environnemental. Donc, on va creuser un petit peu sur l'assemblement de ma souris. L'assemblement de ma souris est fait comme ça. Donc, vous avez bien sûr, donc vous avez le PCB board, le câble, l'aluminium. Okay, et là, on va pouvoir vraiment remonter beaucoup plus loin dans la chaîne de valeur. Donc, creusons un petit peu dans la partie power management. Le power management, vous avez donc du die, okay, vous avez du plating, du lead frame, vous avez du silicone, vous avez de l'or, de l'époxy, etc. Et là, on va creuser un petit peu plus loin sur la partie silicone. Silicone, vous allez avoir du wafer, fabricated indirect circuit. On va pouvoir prendre bien sûr en compte les transports et les process. Donc, si je vais creuser un petit peu plus loin encore dans la chaîne, et ça, généralement, je m'arrête un petit peu devant mes prospects. Pourquoi? Parce que ça, c'est des visibilités qu'ils ne vont pas pouvoir avoir. Donc, ce qu'a fait Makerside, c'est qu'on va donner la visibilité et agréger vos datas. Si vous vous souvenez un petit peu sur la partie bill of matériel, vous avez 4 niveaux. Là, on a réussi justement, grâce à nos bases de données, à descendre au niveau 9 de la supply chain, et ça, jusqu'aux matières premières de la supply chain. Et ça, c'est généralement quand je pose des questions aux prospects, s'ils ont ce genre de visibilité, ils ne l'ont pas, ou ils n'y arrivent pas, ou ils ont besoin justement d'expert knowledge pour pouvoir, excusez-moi du franglish. Maintenant, si on retourne sur la partie conception,
on va retourner sur la partie assemblement de ma souris. Là, vous avez MakerSite qui a poussé justement des alternatives de matériaux pour pouvoir réduire l'impact carbone de mon produit. Donc, si par exemple, là, je vais creuser, donc là, bon, bien sûr, il va y avoir de l'or. On va aller directement sur échange, donc substitute. Là, MakerSite a fait des propositions. Souvenez-vous, on a un AI derrière qui va pouvoir apprendre justement de vos choix pour pouvoir répertorier ce choix justement sur votre gamme de produits. Donc, vous n'avez pas besoin de vous baser sur justement les propositions de MakerSite. Donc, si on va justement scanner toutes nos bases de données, là, vous allez avoir donc, des possibilités. La possibilité, par exemple, si je change, bon, on sait très bien que l'or est un meilleur conducteur que le cuivre, mais c'est juste pour cet exemple, donc j'ai pris cela. Donc là, vous voyez la base de données, donc elle va être du type EcoEvent. On va faire le changement directement dans mon outil. Et là, on voit tout de suite qu'il y a une réduction de presque 13% de réduction de carbone. Et ça, c'est des informations qui vont pouvoir remonter directement dans vos cadres, donc en Fusion, dans Inventor. Maintenant, ce qui peut être important aussi, surtout sur la partie éco-design, l'éco-design, c'est bien. Mais souvent, on nous pose des questions. Quel va être justement l'impact financier? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire aussi. Donc, ce qu'on appelle donc, le multi-criteria analysis, analyse multicritère. Donc là, si on passe de la partie donc, éco-conception à la partie coût, là, on va pouvoir vous donner justement des informations sur les changements de matériaux dans vos produits. Okay, donc là, vous avez directement le coût du matériel, le coût du manufacturing, le total cost. Donc, on a des bases de données sur la partie shoot cost. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous avez le purchase price. Généralement, le purchase price, ça va être directement les intégrations avec vos ERP. Donc là, le shoot costing est à 3,82, 3,83. Si on change, par exemple, voilà, on revient sur l'autre versionning avec l'or, on voit très bien que le parti shoot costing va augmenter. Donc, pourquoi est-ce important? C'est important justement de ramener cette partie data aux éco-concepteurs pour voir un petit peu quel matériel basé sur multicritères. La partie CO2, water usage, mais aussi la partie coût. Je voulais montrer très rapidement parce qu'il me reste 3 minutes. Ok, bien sûr, une démonstration de MakerSite, j'en ai à peu près pour 1h30. Donc, c'est très difficile en 7 minutes. C'est pour ça que j'essaie de condenser un maximum. Donc là, vous allez avoir la possibilité d'avoir un PEF dashboard. Okay, donc, vous avez les 16 catégories. Okay. Vous allez pouvoir un score donc unique. Vous allez avoir la possibilité de voir un petit peu quelle est la plus grosse contribution global warming et de juste apposer vos versionning de produits pour voir un petit peu quel est le meilleur produit que vous allez pouvoir designer. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir remonter directement dans Fusion. Pareil pour le domaine de la construction. On va pouvoir avoir un EPD dashboard okay, avec plusieurs impacts catégories et voir un petit peu voilà, depletion de la biotech resource, Major Raw Material Contribution, donc le packaging, le computer mouse, etc. Et là, vous allez pouvoir, bien sûr, faire un export de PDF. Pour finir, je voulais absolument vous montrer ce Surface Calculator qui est basé sur des calculs de MakerSite pour pouvoir justement pousser cette transparence. Donc là, vous avez directement, donc voilà, je vais choisir donc Surface Laptop, par exemple, une quantité, donc je vais en acheter un. La location, je vais passer sur la France. Et là, je vais pouvoir donc directement, alors ne bougez pas, view le report. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé directement le scope 2, le scope 3, l'équivalent en kilomètres, etc. Et ça, totalement automatisé pour pouvoir pousser la transparence à leurs clients. Ça, généralement, ça plaît beaucoup, surtout dans le retail. Là, c'est la partie manufacturing Microsoft, mais pas que. Généralement, quand je monte cela, ça plaît beaucoup. Donc, je vais m'arrêter là parce que j'ai plein de choses à vous montrer, mais je n'ai pas le temps. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions supplémentaires, je serai heureux de vous accueillir pendant la table ronde en networking pour pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup. Il va falloir qu'on te réinvite, Christophe, parce que tu as mis le doigt sur des sujets très intéressants et c'est assez vertigineux de voir toutes les possibilités. Et du coup, je propose du coup de laisser la parole à Jade. Là, on a bien vu donc cette brique de data.
et voir comment ça va venir s'impacter côté du concepteur devant son ordinateur. Merci Florian, merci Christophe et merci Hugo. Je vais partager mon écran et pendant que je le partage, je me présente. Donc, je suis Jadmar Massoud, je suis technico-commercial chez Autodesk, collègue de Bertrand Edouard que vous avez eu une discussion aujourd'hui autour de Fusion. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais bien présenter, c'est la vision qu'on a sur la sustainability chez Autodesk. Comment on a déjà des choses mises en place grâce à Fusion 360 qui nous permettent d'impacter nos concepts, nos designs de ce côté-là, et vous montrer comment fonctionne la donne MakerSite à l'intérieur de Fusion 360 pour aider à faire des choix de sustainability. Donc, notre objectif, c'est créer de l'impact positif, et ça, c'est notre CEO qui le dit, et il faut qu'on aide nos clients à le faire avec nos logiciels, et il faut qu'on imbrique plus d'options sustainable dans nos logiciels. Donc, on a 3 initiatives pour être plus impactant. Donc, améliorer nos propres opérations, donc être sustainable nous-mêmes, faire des partenariats avec nos clients et avancer l'industrie. Cela dans 3 domaines, l'énergie et les matériaux, la santé et la résilience, et work and prosperity, le travail et la prospérité. Donc, on verra ça un peu plus tard. Cette année, on a fait un statut sur le design and make. Donc, on a posé des questions à plein de clients, à plein d'entreprises, et tout le monde nous répond de la même façon que la sustainability, l'éco-conception, la durabilité est un moteur pour les affaires, et tout le monde essaye d'y aller. Donc, on a plein de clients qui alignent leurs objectifs avec les objectifs des Nations Unies et essayent d'y viser. Et nous, on essaye d'apporter une réponse pour leurs problématiques pour pouvoir répondre à ceci. Donc, les 3 zones dont on a parlé avant, donc l'énergie et les matériaux, la santé et résilience, les matériaux, c'est faire des meilleurs choix, réduire de la matière, changer de matière qu'on utilise. Health and Resilience, c'est essayer de faire des concepts qui aident la conception, qui permet les produits de vivre plus longtemps ou d'être recyclés. Et Work Prosperity, c'est d'essayer que les personnes soient plus contents dans le travail et meilleure aisance à faire leur boulot, et non pas beaucoup de tâches redondantes et répétitives. Donc, on voit avec ça qu'on a beaucoup de données dans le monde, et cette donnée, elle doit être utilisée pour impacter ces trois piliers qu'on a vus plus tôt. Et c'est un peu l'objectif avec MakerSite qu'on a vu pour le faire. Je viendrai un peu plus tard sur MakerSite dans Fusion, mais actuellement, ce qu'on essaye de faire chez Autodesk, c'est de tacler 6 challenges. Donc, améliorer l'énergie opérationnelle, donc au fonctionnement, essayer d'utiliser moins d'énergie. L'économie circulaire, donc réutiliser des matériaux, choisir des matériaux plus durables. L'impact des matériaux, donc si on a choisi un matériau qui soit le bon et qu'on vérifie qu'on l'utilise à pleine capacité. La résilience de supply chain, je pense que Christophe en a parlé, c'est qu'est-ce qu'on utilise, dans quelles conditions a été produit notre matière première ou notre produit, à quelle distance. Avoir une traçabilité, parce que de plus en plus, c'est quelque chose qui est demandé, de voir le cycle de vie, d'où est-ce que vient notre matière première, qui l'a produite, etc. Et des green skills, c'est justement ce qu'on voit aussi maintenant, c'est des compétences de faire de l'éco-conception, savoir quel matériau est plus adéquat, qu'est-ce qui existe en ce moment, et pouvoir travailler dans une entreprise pour donner ces conseils-là. Donc les workflows
qui sont intéressés chez Autodesk, c'est tout ce qui est factory planning, donc tout ce qui est conception d'usine, essayer d'avoir des usines plus efficaces, avec une meilleure consommation d'énergie. Il y a la conception des produits, il y a la production de ces produits, c'est ce qu'on s'intéresse aujourd'hui, et la supply chain qui entre dedans. Pourquoi on regarde ça? Parce que quand on fabrique des objets, on sait que 30% de ce qu'on fabrique contribue aux 100% des émissions dans le monde, et 80% de ces 30% sont mis en place durant la conception. Donc il faut cette information, qu'elle soit présente pendant la conception pour qu'on fasse les bons choix, le titre de notre présentation aujourd'hui, au bon moment qui est pendant la phase de conception. C'est pour ça qu'avoir un outil comme MakerSite est très intéressant, parce qu'on arrive à avoir des informations très détaillées, très tôt, et il nous aide aussi à avoir des alternatives de choix au bon moment. Donc, comme Hugo disait avant, il faut aussi produire moins, produire plus intelligemment et avec meilleure efficacité. Je ne vais pas passer dessus, comme Hugo a déjà parlé de ça. On va parler de Fusion 360, de comment on peut utiliser Fusion 360 pour être plus durable. Donc la première, c'est le choix des matériaux. Le deuxième, c'est la masse, donc des nouvelles techniques de fabrication, des nouvelles techniques de conception qui nous permettent de réduire les masses, réduire les matériaux qu'on utilise, et l'efficacité de ce qu'on conçoit, donc tout ce qui est simulation, vérifier qu'on est le plus efficace possible. Donc, quelques exemples actuellement déjà disponibles dans Fusion, donc c'est gestion de librairie, mettre dans notre librairie des matériaux de plus en plus éco-responsables, des matériaux recyclés pour pouvoir substituer dans notre conception quand l'on peut, avec des matériaux, avec de l'information. L'optimisation de certains moyens de production, donc comme l'impression 3D, avoir moins de supports, c'est-à-dire utiliser moins de matière, utiliser moins d'énergie pour l'impression. C'est pareil pour tout ce qui est infill et support interne des imprimés. L'imbrication, donc quand on veut faire une découpe de tôle, plus on arrive à densifier notre imbrication, moins on fait du breu de matière. C'est pareil pour les lattices dans le sens inverse, donc plus on arrive à faire des lattices moins on utilise de matière. Donc les deux aussi, ça contribue à une optique de durabilité. L'optimisation de forme, l'exploration, comme on a vu tout à l'heure avec Bertrand de Generative Design, qui normalement, si tout va bien à terme, aura cette option de durabilité, de nous proposer dans l'exploration des modèles plus durables. La production avec moins d'énergie, plus efficace, en faisant des chemins de découpe, de débavurage plus efficaces. Faire de la simulation, donc refroidissement, electronic cooling. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'essai dessus dans Fusion, mais on peut le faire à l'intérieur, voir si c'est efficace, si on arrive à refroidir, si on n'a pas des problèmes, ce qui peut rallonger la durée de vie des composants, etc. Donc, gestion de flux. Donc ça, c'est plein d'exemples qui existent déjà. Donc, gestion de crawl et de compliance avec une team et certains workflows avec l'extension manage pour vérifier qu'on respecte tous les requirements. Voilà, donc ça, c'est ce qui existe déjà. Donc là, on va voir ce que nous apporte MakerSite de plus. Comme vous avez vu tout à l'heure avec Christophe, MakerSite nous apporte une information et maintenant on essaye de la mettre dans nos logiciels en coopération avec MakerSite pour pouvoir être le plus efficace possible, avoir l'information en amont. Donc on peut, avec l'add-on qui est disponible déjà dans l'App Store, on peut calculer le coût environnemental en grammes de carbone. On peut regarder quels matériaux peuvent remplacer avec des équivalences.
on peut le voir visuellement, voir quelle partie de notre assemblage a le plus d'empreintes carbone. Et ensuite, on peut sortir des rapports pour regarder l'historique de conception, donc V1, V2, V3. On verra ça un peu plus tard. Donc, je vais pas passer un peu plus de temps sur MakerSite. Je pense que Christophe a couvert assez longuement, mais le fait est, c'est qu'une entreprise individuelle n'aura pas autant d'informations que plusieurs entreprises qui regroupent leurs data. Pardon. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un avantage à se connecter sur une entreprise comme MakerSite qui regroupe toutes les données, et que les chiffres que vous voyez à l'écran, ça peut être bon pour un instant T, mais au fil du temps, ça augmente de plus en plus. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc on peut voir que l'app, elle est déjà disponible. Donc, il suffit d'aller sur l'App Store, la télécharger. Elle est disponible pour Mac et pour Windows. Donc, une fois qu'on est dans notre 3D, on ouvre notre assemblage, on appuie sur le bouton MakerSite qui est dans Utilities, et on arrive à voir le footprint du carbone, qu'est-ce qu'on peut faire si on fait tous les changements qu'ils ont proposés, combien devrait coûter le modèle. Donc là, c'est quelques images pour vous montrer à quoi ça ressemble. On regardera une vidéo, et si on a le temps, je pourrais ouvrir Fusion et vous montrer en live comment ça marche. Donc là, on a une liste déroulante de matériaux équivalents qui est proposée, avec un pourcentage de saving qui pourrait être fait au maximum. Donc aussi, on peut estimer le coût, comme disait tout à l'heure Christophe. Donc ça, c'est dedans. On peut regarder avec une heatmap la légende de couleur par rapport dans l'équivalent CO2. On peut regarder l'historique, donc chaque version qui est l'empreinte carbone, si on veut revenir en arrière, parce qu'il y a une version précédente qui était meilleure niveau empreinte carbone et coût aussi. Et on peut exporter l'information si on veut l'envoyer en externe, ou si on veut l'envoyer vers d'autres bases de données en CSV. Voilà. Ça, c'est un petit exemple. Sur Play, ça marche. Un petit exemple, donc comme on voit ici dans Utilities, on peut appuyer sur le logo MakerSite qui va nous permettre d'envoyer la BOM de notre assemblage, et une fois que c'est envoyé, donc ça part chez MakerSite, ça revient, et on a l'interface qu'on a vue tout à l'heure avec les bilans carbone, qu'est-ce qu'on peut gagner avec, le coût de la pièce estimée, certaines suggestions de remplacement. Quand on voit composite matériel, c'est que le matériau est fait en plusieurs matières. C'est pas du composite carbone comme on le voit d'habitude, ou de la fibre de verre. C'est juste qu'il y a plusieurs matériaux. Ça permet de voir la heatmap. Donc en rouge, la pièce qui a le plus d'impact carbone, en vert, celle qui est relativement plus vertueuse. Et là, l'historique là-dessus, qui nous permet de voir les différentes versions et leur impact. Je pense qu'on va voir l'export en dernier, en CSV. Une fois que c'est fait, on peut l'ouvrir pour voir le fichier Excel qu'on a vu tout à l'heure. Chaque fois qu'on change quelque chose dans le 3D, on peut mettre à jour de la source. On peut faire des changements depuis l'application. Donc ça, c'est une mise à jour récente qui a été faite à la donne. Je pense que je vais arrêter de partager, peut-être partager Fusion. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas, le temps que je partage Fusion. Voilà, donc là on a un assemblage, je pense que certains d'entre vous connaissent cet assemblage qui est disponible. On se connecte à la plateforme. Il faut que je saigne. Ça m'a déconnecté. Excusez-moi. Donc vous avez mon mail. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer des messages.
Donc je regarde, il y a une question, est-ce qu'il y a un accès spécial éducation pour cette solution? Il me semble pas. Je sais pas, Christophe ou Florian, si quelqu'un Alors du coup aurait déjà peut-être que l'app, est téléchargeable sur, comme tu le précisais, Jade-Marie, sur, l'App Store de Autodesk. Oui. Donc ça, c'est une appli qui est gratuite. C'est ça, c'est une application gratuite disponible à tous. Donc oui, je pense que du coup la question a été posée peut-être un peu plus tôt. Donc là aujourd'hui, vous pouvez le télécharger. D'ailleurs le lien, je l'ai posté dans le chat général. Vous pouvez déjà aller le télécharger et le tester dans Fusion 360 pour l'expérimenter. Après Christophe, peut-être tu compléteras si aujourd'hui vous avez un lien avec beaucoup d'industriels. Est-ce que c'est aussi des bases de données avec lesquelles vous travaillez avec l'éducation? C'est une très très bonne question. On est prêt donc de travailler bien sûr avec l'éducation. Non, il faut savoir que l'intégration directement avec Fusion, pour l'instant, donc l'intégration gratuite remonte justement l'impact CO2 directement dans Fusion. Certains clients aimeraient, bien sûr, veulent avoir plus d'impact justement des impacts LCA directement dans Fusion. Donc ça, c'est une chose donc à étudier ensemble pour savoir quel impact vous voulez avoir dans Fusion, donc pour qu'on puisse travailler justement, et pour nous, une intégration très rapide. Hein, donc, mais pour l'éducation, je ne sais pas encore. Mais peut-être, Nicolas, je vais vous laisser mes coordonnées et on peut échanger en off. Je vais vous envoyer mon adresse email de toute manière, Nicolas. Parfait. En tout cas, je vous encourage bien sûr à tester l'application puisque là, c'est déjà un très bel effort puisque l'application est gratuite, donc on ne peut pas faire mieux. Oui, du coup, pendant que vous parliez, j'ai réussi à me connecter à mon compte et je voulais montrer juste la petite différence qu'il y a eu. C'est une petite mise à jour, donc c'est pour appliquer les modifications qu'on a fait depuis l'appli, la donne au 3D et on fait oui appliquer et ça part dans le modèle Fusion 360. Et on pourra après regarder dans l'historique les différentes modifications, qu'est-ce que ça nous apporte, niveau réduction d'émissions de CO2 et niveau impact coût. Voilà. Donc il y a différentes choses que je pourrais montrer, les coûts, les calculs, la heatmap qui prend un peu plus de temps. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on est pendant la phase Q&A. Voilà. Tout à fait. Alors, du coup, en attendant que les questions arrivent dans la zone, donc soit du questions-réponses ou même via le chat si vous le souhaitez. Du coup, bah oui, bah là, on voit en direct l'impact. Donc, peut-être déjà par rapport à ces outils-là, je vais poser la question à nos invités. Je pense notamment à Hugo qui lui accompagne des entreprises dans leur stratégie d'impact carbone. Quand on voit qu'il existe ces outils-là, est-ce que c'est clairement, est-ce que c'est des accélérateurs et comment ils peuvent s'approprier ces data et ces outils? Ouais, clairement. Alors déjà, je suis hyper impressionné par MakerSite. C'est un truc de malade comme c'est simple et intuitif. Et pourtant, mon quotidien n'est pas dans la conception de produits, évidemment. Mais en fait, le champ d'application de ce type de technologie est gigantesque. Je dirais, et ça, c'est comment dire, l'expert climat et environnement qui parle, à mettre entre toutes les mains des industriels et des industries essentielles, évidemment. mais en tout cas, ça répond à une infinité de besoins, tant sur l'allègement, enfin on l'a déjà vu, hein, sur l'allègement, sur l'affinage de la conception des produits et surtout sur j'ai beaucoup aimé la partie proposition de matériaux plus responsables.
Ça, c'était super intéressant. Et si je prends une casquette un peu plus générale, donc à l'échelle internationale, c'est un véritable vecteur de transition pour toutes les industries qui vont avoir besoin justement de faire évoluer leur modèle de production et leurs produits. Je discutais encore le mois dernier avec Caterpillar France, qui ont un petit sujet avec l'acier, tout petit, Un tout et petit, qui ouais. ont et qui ont pourtant et qui se bagarrent bec et ongle avec Caterpillar US, le siège global, pour pouvoir essayer d'aller plus vite dans la démarche de décarbonation de leur industrie. Difficile, hein. Et Difficile. ouais, c'est difficile, mais en réalité, ils ont voilà, ça fait partie, enfin, ça fait partie des acteurs qui doivent s'intéresser à ces éléments technologiques. Bien sûr. Comme les constructeurs automobiles, comme les constructeurs même de vélos, comme les constructeurs de bâtiments. Et donc, moi, je suis assez fasciné par ce que ça peut apporter, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Florent, Oui, mais oui, oui, tout à fait. sa Oui, place, en tout cas, dans la démarche de décarbonation de l'industrie, hein. Du coup, aujourd'hui, donc là, tu disais Christophe, donc on retrouve cette analyse-là dans Fusion 360 avec l'app, et également dans Inventor. Exactement. Comment on y accède directement, pareil, ou même principe? C'est à peu près le même principe, hein. Jeanne-Marie, donc on est en train de travailler justement, on a commencé par Fusion. Pourquoi? Parce que Fusion, c'était plus simple, hein. C'est une solution SaaS, donc ça c'est très facile. Et là, on a justement de plus en plus cette problématique que les clients utilisent Inventor et veulent justement des intégrations, la même intégration qu'avec Fusion. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de développer en interne. On a pas mal de clients en ce moment où il y a un projet donc plus ou moins actif pour pouvoir faire cette intégration. Ok, très bien. Alors, du coup, il y a un sujet qui est revenu cet après-midi, d'un logiciel Fusion 360, et sur plusieurs conférences, on a parlé d'intelligence artificielle. C'est une nouvelle rupture technologique pour vous? Tu parles de MakerSite ou Alors, tu parles... globalement, je pense à vous trois, parce que est-ce que finalement c'est le développement de cette intelligence artificielle qui va donner un coup de boost, ou Oui, il y a le contexte, enfin voilà, comment ça vient se placer en fait, totalement. celle-ci? Les solutions, les vieilles solutions n'avaient pas cette partie AI. Donc, cette partie AI, justement, vont permettre justement d'avoir du machine learning et à pouvoir apprendre justement des décisions prises par le client. Donc, avancer beaucoup plus rapidement. L'AI va aider justement à aller chercher la bonne data pour pouvoir avancer justement sur la partie éco-conception, sur la partie ACV. Et ça, c'est des choses qu'il n'y avait pas avant. Je ne vais pas parler de la compétition qui avait déjà des solutions il y a 10, 15 ans, mais qui ne font plus le boulot. Ils n'arrivent pas, les clients, avec les nouvelles réglementations. Là, on va parler CBAM, on va parler CSRD, il y a de plus, CS-Triple-D, il y a de plus en plus de législation qui demandent justement, et les OEM aussi, la pression constante des OEM, qui demandent justement à avancer plus rapidement. Si une analyse de cycle de vie va prendre 3 à 6 mois, et que vous avez 30 000 produits, imagine-toi le temps humain qui doit être passé. Donc, l'accélération, il n'y a pas le choix, il faut accélérer. Maintenant, ce qui se passait avant, justement, pour pouvoir justement influencer et d'avoir un meilleur impact sur la planète, il faut avancer plus rapidement. Maintenant, c'est fini, hein. On va penser à ci, on va penser à ça avance pas assez rapidement, il faut aller plus vite. Ça, c'est le constat. Et donc, avec l'AI et le machine learning, on va pouvoir justement avancer plus vite pour pouvoir prendre justement sur la cadence. Et du coup, peut-être Hugo, est-ce que ça c'est un phénomène qui est vraiment un accélérateur? Est-ce que les entreprises en ont conscience que l'intelligence artificielle va leur permettre peut-être d'atteindre les objectifs plus facilement? Alors, moi, je rejoins totalement Christophe, hein, dans la démarche de il faut aller plus vite. C'est encore une fois, hein, les objectifs, c'est une baisse des émissions mondiales de 5% par an. Donc on se base sur ces trajectoires-là pour regarder les baisses effectives des entreprises. Il y en a qui vont devoir faire beaucoup plus pour que d'autres puissent garder des budgets entre guillemets carbone pour pouvoir maintenir des activités qui sont essentielles. On parlait de Caterpillar par exemple. Ils ont une branche de leur activité qui permet de créer finalement les infrastructures essentielles comme les hôpitaux ou les choses comme ça, quand ils produisent des pelles mécaniques par exemple.
Quand ils forent des puits de pétrole, c'est autre chose. Et donc, en fait, pour pouvoir atteindre 5% de baisse des émissions mondiales de carbone par an, c'est gigantesque le travail à fournir. Donc, tout ce qui va pouvoir aider dans cette mesure-là à accélérer, c'est bon à prendre. L'intelligence artificielle, elle a plein de travers. Par contre, elle a aussi des services à rendre. Et moi, je vois dans MakerSite des véritables services à rendre là-dedans. Parce que ce n'est pas des gains de temps de quelques pourcentages qu'on va aller chercher à la marge. C'est, je pense que tu l'as souligné, Christophe, c'est des mois et des années de gagner sur une trajectoire potentielle si on met ça en place à l'échelle d'un industriel international. Et donc, il y a un rôle à jouer là-dessus, c'est clair. Florian, moi, je voulais te parler juste un peu aussi sur l'individu. En fait, si on veut faire le même travail sans cette intelligence artificielle, pour aller chercher toutes les alternatives d'un matériau, par exemple, ça prendrait trop de temps. On pourrait pas le faire. On aurait des compromis à faire entre quand est-ce qu'on livre et la quantité de recherche qu'on va faire. Donc, si on rejoint un peu ce qu'avait fait montrer mon collègue Bertrand avant, l'intelligence artificielle nous permet de voir beaucoup plus de possibilités et de faire du coup des meilleurs choix avec toute l'information qu'on a qui est énorme en ce moment et d'automatiser certaines tâches qui sont un peu redondantes et rébarbatives. Donc, genre générer des rapports, générer des documents, c'est un peu pas sympa à faire. Donc, voilà. Ouais, donc ce que tu envisageais, du coup, on pourrait imaginer assez rapidement que dans Fusion 360, quand on fait du generative design, quand on a notre cahier des charges, que finalement cette partie CO2, elle soit tout de suite pris en compte. Enfin, ça deviendra une évidence base pour les logiciels. Ce sera un critère. Réglementaire. Ce sera un critère parce que ce sera un critère de toute façon obligatoire. Les matières commencent à être plus chères et si on en utilise moins, donc c'est logique. Il y a une logique écologique, mais il y a aussi une logique économique qui suit derrière. Donc c'est quand tu utilises moins de matière, tu dépenses moins d'énergie, tu dépenses moins d'argent. Donc on peut dire qu'enfin les deux courbes se sont rejoints et qu'on voit vraiment beaucoup de mouvements chez les industriels. Oui, c'est ce qui est pertinent, je pense effectivement dans ce qui a été présenté, c'est que on voit à la fois l'impact environnemental avec différents facteurs, mais aussi l'impact de coût. Et parfois c'est décorrélé et c'est toujours un peu ça peut être une excuse ou en disant finalement non, il y a un impact trop important sur le coût sans pouvoir le mesurer. Là, en tout cas, il y a déjà des pistes qui sont plus quantifiables. Merci à vous trois. C'était, en tout cas pour ma part, je me suis régalé parce que ça ouvre des perspectives incroyables. Alors avec des mauvaises nouvelles qui ont été données au début, mais des bonnes nouvelles aussi quand on voit ce qui est possible de faire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait tout le lien avec ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque quand on reprend l'intérêt de cet événement, c'est de sensibiliser le monde de l'éducation, le monde de l'industrie, finalement à ces modes de conception, se former, avoir des compétences pour pouvoir concevoir et de concevoir de manière intelligente. J'imagine que ça a peut-être sensibilisé aussi nos futurs champions WorldSkills qui seront en fait les générations qui vont encore plus que nous transformer et porter tous ces enjeux. Merci à vous trois, c'était trop court. C'était très intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ces sujets avec des nouvelles actualités, du design génératif encore plus puissant dans Fusion 360. Je vous propose de basculer et d'inviter du coup les organisateurs de cette journée pour un petit mot de clôture avant de laisser un temps d'échange libre et de pouvoir continuer sur le salon à échanger sur ces sujets passionnants.